Eh bien, nous allons commencer cette petite rencontre ce soir avec Maxime Docou, que je remercie évidemment tout naturellement d'être présent avec nous, puisque j'ai une attention un petit peu prononcée pour ses écrits. Donc ces trois derniers livres sont publiés aux éditions de Minuit. Le troisième est arrivé là il y a quelques jours. Il s'agit de Pouvoir de l'imposture. Ces livres précédents traitaient déjà de critique littéraire. Il s'agit en tout du cinquième, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, les deux précédents, chez Minuit notamment, portaient sur les thèmes de l'imitation et de la mauvaise foi. Là, on est sur l'imposture, donc on franchit un cap, et c'est censé d'ailleurs former une sorte d'ensemble, voilà, à travers ces trois livres. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu les auteurs des éditions de Minuit, on va dire qu'on pourrait le rapprocher un petit peu de Pierre Bayard, puisqu'il il pratique la digression de critique littéraire de manière tout aussi amusée et érudite, on va dire, que Pierre Bayard, en ayant toutefois là un corpus quand même assez important, et avec des thèmes un petit peu fondateurs, avec des thématiques fondatrices, on va dire, de la littérature, qui sont l'imitation, l'imposture, donc le mensonge et tout ce qui peut avoir trait à la manipulation de l'intrigue, ce qui amène à déborder un petit peu évidemment sur des questions non pas de quête mais d'enquête, non pas forcément d'épreuves mais de preuves, donc voilà, on élargit un petit peu tout ça à la théorie analytique, aux romans policiers, aux romans qui peuvent comporter des éléments de jeu, comme le jeu d'échecs, comme des jeux de cartes, comme voilà. Alors, pour vous donner une petite idée de quels auteurs il s'agit un petit peu là-dedans, on a pas mal de Pérec, on a un petit peu de nouveaux romans, il y a du Nabokov, il y a évidemment du Sherlock Holmes et du Agatha Christie, voilà, par exemple. Hein. Et qu'est-ce qui vous a peut-être dans un premier temps peut-être donné envie d'aller sur ce thème-là, dans comment vous considérez un petit peu en quelque sorte cette petite évolution qui va de imitation à mauvaise foi, donc à ce qui serait une sorte de mauvaise foi de l'auteur comme du lecteur, mais qui accepte de se laisser prendre au jeu, pour aller finalement dans une imposture où on accepte en quelque sorte de se faire un petit peu manipuler ou trimballer par un auteur, par des personnages, et en quoi c'est cette imposture, qui n'est justement pas qu'une posture, mais relève bel et bien de l'enjeu principal, en quelque sorte, de nombre de romans, particulièrement contemporains, puisqu'on est quand même très sur le XXe siècle, hein, dans le corpus principalement. Alors en fait, l'idée de départ, c'est le constat quand même que il y a de très nombreux textes qui portent sur l'imposture et que la littérature est vraiment fascinée par cette question depuis ses origines. On peut considérer dès l'Odyssée avec Ulysse, premier personnage qui a des traits d'imposteur, qui manipule la parole, qui délaisse qui est rusé, voilà, qui, contrairement à d'autres, et c'est l'un des rares, c'est l'un des premiers peut-être à dissimuler son intériorité aux autres, et qui est capable de changer d'identité, notamment en disant qu'il s'appelle personne devant le Cyclope, donc de délaisser ce qu'il est pour ruser. Mais en même temps, Ulysse reste une sorte de modèle du poète, patriarche des écrivains, et c'est un conteur honnête quand il raconte. Il n'y a pas de trucs et astuces, de ruses avec ses auditeurs à l'intérieur de l'Odyssée. Donc il y a, si vous voulez, cette fascination première de la littérature pour les figures d'imposteurs. Et il me semble que à partir du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on a une charnière, un virage qui se joue avec une crise de l'authenticité, crise de la relation au savoir, crise de l'autorité, qui amène progressivement à utiliser cette imposture, non pas simplement comme un thème, mais véritablement la mettre en scène et faire des œuvres elles-mêmes des impostures. Donc comment piéger le lecteur pour rentrer donc dans une autre relation avec lui et pour questionner la relation de la littérature
au monde, sa faculté à déchiffrer le réel, tout comme la capacité du lecteur à déchiffrer le monde et à déchiffrer le texte. Et à partir de là, les choses convergent à travers différentes figures d'imposteurs. Donc, parce que déjà, l'imposture, systématiquement, déclenche l'enquête. Il y a un mystère, une dissimulation. Donc, nécessairement, quand c'est uniquement dans l'intrigue chez les personnages, on a une enquête qui se met en place au niveau de l'intrigue, mais celle-ci, elle est toujours redoublée d'une manière ou d'une autre par le lecteur. Donc à partir du moment où l'imposture devient centrale dans l'œuvre, c'est la posture du lecteur qui change complètement, le rapport à l'œuvre se fait différent, et le lecteur se transforme en enquêteur. Et j'ai repéré de ce fait plusieurs figures d'imposteurs et plusieurs types d'impostures qui m'ont permis d'organiser un petit peu cette réflexion. Évidemment, donc vous l'avez dit, le roman policier, puisque là, c'est le genre qui émerge au XIXe siècle, et c'est l'un des rares genres qu'invente en tant que tel la modernité littéraire, finalement, et qui devient extrêmement important dans toute une partie du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui est encore un genre extrêmement pratiqué, alors avec des transformations successives. On a aussi un rapport qui se joue avec différentes figures, donc notamment le faussaire. Donc là, ça ramène un petit peu les travaux que j'avais menés, notamment sur la question de l'imitation, donc figure importante. Le joueur aussi, vous aviez parlé du jeu, parce que on voit très nettement que le jeu, alors sauf quand c'est uniquement un jeu de hasard, mais tout jeu qui suppose une stratégie est un jeu qui peut impliquer dissimulation et enquête de la part des différents joueurs, voire tricherie. Et ça, on le voit très bien dans le préambule de la vie mode d'emploi de Pérec, qui repose sur le puzzle. Donc il explique que le puzzle, déjà, est un jeu d'observation, de déduction, de réflexion. Puzzle, en anglais, ça désigne l'énigme. Donc c'est véritablement une forme d'enquête. Et surtout, il explique, ce qui me semble important, c'est que le puzzle n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, un jeu solitaire. Il explique que c'est un jeu qui se joue à deux, entre le poseur de puzzle, donc celui qui le fait, et le faiseur, celui qui l'a créé en amont. Le faiseur de puzzle essayant de prendre au piège celui qui ensuite va essayer de le reconstituer, donc de frauder, de dissimuler différents éléments. Et toute l'intrigue de la vie mode d'emploi repose, enfin toute l'intrigue, une des intrigues principales de la vie mode d'emploi repose justement sur deux personnages, Barthelbus et Gaspard Winkler, l'un qui fabrique les puzzles pour prendre au piège le deuxième. Donc là, on a vraiment aussi un modèle du lien imposture-enquête. Et puis ensuite, il y a un autre modèle important qui est la psychanalyse. Et là encore, c'est quelque chose qui apparaît au XXe siècle, donc qui explique cette évolution. Parce que quand la psychanalyse apparaît, il y a un sentiment... Alors, elle est accueillie de manière assez différente en France, ça va dépendre, mais chez certains écrivains, il y a un sentiment de rejet. Il y a un sentiment très fort de concurrence parce que la psychanalyse et la littérature ont en partie le même objet, l'intériorité humaine, l'inconscient, ses pensées, et des modalités différentes pour enquêter. Alors, la psychanalyse est une forme d'enquête. D'ailleurs, le modèle freudien de la psychanalyse, c'est Oedipe. Et Oedipe, c'est la figure de l'enquêteur. C'est aussi l'ancêtre du roman policier. C'est des choses qui convergent. Et dans le corpus que j'étudie, alors avec Pérec, avec Rob Grillet, dans Les Gommes en particulier, dans La conscience de Zéno, d'Italo Svevo, très souvent aussi chez Nabokov, on a une vraie rivalité qui se met en place avec la psychanalyse. Psychanalyse qui est considérée donc comme une imposture au sens propre. Nabokov parle du vaudou freudien. Svevo explique que la psychanalyse s'apparente au spiritisme. Et donc la conscience de Zéno, par exemple, c'est la guerre entre un psychanalyste et son patient. Et de ce fait, le psychanalyste, en tant que gourou, qu'imposteur, contraint son patient à se faire lui-même imposteur. Donc souvent dans les textes où on a la mise en scène de ces relations, notamment chez Nabokov et chez Calvino, chez Svevo, les patients leurrent le psychanalyste. Dans La conscience de Zéno, le personnage explique qu'il inventait des rêves pour confirmer le diagnostic de Sophocle et faire plaisir à son psychanalyste pour qu'il le laisse tranquille.
Et Humbert, dans Lolita, fait la même chose. Il invente des rêves pour faire plaisir aux psychiatres et pour obtenir différentes choses. Et il leur cache comme ça son véritable inconscient. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que ces paroles qui sont données en échange pour leurrer le psychanalyste, elles sont analogues à des paroles de fiction, des récits. Et ça met en scène la rivalité qui peut exister entre l'imposture psychanalytique, comme l'appelle Nabokov, et l'imposture littéraire, l'imposture artistique, extrêmement valorisée, parce que créatrice, alors que dans ses regards portés sur la psychanalyse pense dans des catégories étroites, avec des cases dans lesquelles il faut faire rentrer le sujet. Donc, oui. Alors, petite question, pardon, puisque vous évoquez Pérec, est-ce que ce truc, c'est une imposture, comme un truc de magicien, voilà, c'est présent, d'ailleurs, vous parlez du premier roman de Pérec qui a été édité, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Le Condottiere. Il est question d'un faussaire. Est-ce qu'on fait du vrai avec du faux? Est-ce qu'on fait du faux avec du faux? Voilà, c'est qu'on tourne toujours autour de ce type de jeu là, pas seul. Voilà, et il s'agit de savoir qui est le faussaire, qui est-ce qu'il copie, qu'est-ce qu'il peut. Voilà. Alors sur le Condottiere de Pérec, c'est un de ses premiers romans qui est réédité, qui est édité puisqu'il n'avait pas été publié, il avait été refusé. Et c'est un texte qui est fondateur dans l'imaginaire de Pérec, dans le sens où on voit ce faussaire qui a passé sa vie à faire des faux et qui finit par assassiner le commanditaire d'un faux tableau, donc d'un Antonello de Messine, le Condottiere justement, qui fascine Pérec parce qu'il porte une cicatrice qu'il porte lui-même au visage. Et ce faussaire en fait se rend compte au bout d'un moment qu'il n'est personne, qu'il a voué sa vie, qu'il a nié son identité en copiant les autres, en empruntant sa vie chez les autres en permanence. Et ça a des implications fortes dans toute l'œuvre de Pérec, qui se débat avec ce sentiment de vide identitaire. Et là, si je reviens plutôt à des questions d'imitation, parce que le faussaire, c'est celui qui imite, chez Pérec, l'œuvre se construit comme une œuvre de faussaire par imitation. Les œuvres sont truffées de références, de citations. Le premier roman publié, Les Choses, est un immense pastiche de l'éducation sentimentale. À partir d'un homme qui dort, son troisième roman, Pérec multiplie les citations, les allusions, les réécritures. Et à partir de La Disparition en 69, il pratique même l'auto-citation et l'auto-pastiche. Et vraiment, c'est le sentiment de remplir un vide, de ne pas avoir d'identité propre et d'aller s'entourer d'une famille de substitution qui est la famille littéraire. Donc là, chez Pérec, on a une relation très apaisée. On voit que dans le Condottiere, elle est dramatique, mais progressivement, c'est une relation qui s'apaise. Et c'est ce qu'il dit dans W, son autobiographie, où il fait le point sur la disparition de sa famille, de ses parents, donc sa mère en particulier, exterminée à Auschwitz. Donc il n'a pas de parents, mais il cherche à se créer une famille littéraire, s'entourer de pères, de grands-pères et de compagnons. Et ça se ressent aussi dans la Disparition, qui est un roman quasiment collectif, puisque Pérec insère dans le texte de nombreux textes écrits par d'autres écrivains. Il l'a écrit en partie au Moulin d'Andé en 68-69, et il a demandé à tout le monde d'écrire des lipogrammes. C'était la grande mode du lipogramme, donc tout le monde écrivait sans eux. Et donc on lui a fourni des tas de textes qu'il insère progressivement. Il les a pas tous retenus, mais il y a des tas de textes insérés à l'intérieur. Et donc le texte est un grand collage, avec en plus beaucoup d'allusions aux différents oulipiens. Donc c'est une grande fête, si vous voulez, d'une sorte de parenté retrouvée, alors que l'intrigue raconte, au contraire, la destruction d'une famille exterminée progressivement. Et alors, justement, donc Oulipien, et que fait le nouveau roman, enfin que fait Rob Grillet par exemple, par opposition, enfin, mais en fait ils jouent un même jeu, mais ils y jouent pas de la même manière en quelque sorte. C'est très chargé aussi, mais oui, parce que en fait il y a une opposition
qui est assez forte entre l'Oulipo et le nouveau roman. Pérec, ses premiers textes qu'il écrit sont des textes de critique littéraire où il dénonce Robbe-Grillet de façon assez virulente, il s'y oppose, parce que le formalisme de Robbe-Grillet est un formalisme qui fait abstraction du réel et de l'histoire. Ce qui n'est pas tout à fait exact non plus, mais c'est en tout cas la posture qu'adopte Robbe-Grillet dans ses déclarations. Hein. Il déclare que les notions d'intrigue, de personnage, de psychologie et l'histoire sont périmées et elles sont exclues des textes. Donc l'idée de l'Oulipo, c'est d'inventer un formalisme qui soit en prise sur le monde, sur le réel, et en particulier chez Pérec, sur l'histoire. Donc ça, c'est la grande opposition entre eux. Mais ce que j'ai tenté finalement de montrer aussi dans le texte, c'est que par de très nombreux côtés, Robbe-Grillet et Pérec se rejoignent sans le savoir ou sans le dire, je ne sais pas, ou sans le faire exprès peut-être, mais il me semble en tout cas entre Les Gommes par exemple et La Disparition qu'on a deux textes qui ont des grandes similitudes. Tous deux sont des romans policiers dans lesquels est mise en scène la crise de l'enquête, enquête qui ne parvient pas à faire sens. Et donc dans Les Gommes en particulier, si vous voulez, c'est une réécriture de Diproy. Donc on va retrouver des tas d'éléments qui se réfèrent à la tragédie de Sophocle. Mais en même temps, Robbe-Grillet s'amuse à supprimer toutes les interprétations psychanalytiques possibles. Donc il tend des perches sans arrêt au lecteur, mais à chaque fois, il les empêche de fonctionner. Donc on ne peut pas, le personnage principal s'appelle Wallace. Il n'a pas l'air d'avoir de parents véritablement, mais on en évoque quand même très rapidement, etc., à plusieurs reprises. Et en fait, l'idée, c'est aussi de récupérer Diproy, de le soustraire à Freud et de le ramener à la littérature, puisque finalement l'enquête, c'est pas une enquête psychanalytique, c'est une enquête littéraire qui renvoie à l'écriture. Et là, la crise de l'enquête, elle se marque très bien dans le fait que la situation entre Oedipe et Wallace sont partiellement symétriques. L'histoire des Gommes, c'est un individu nommé Dupont, qui est menacé d'assassinat et qui, de ce fait, décide de se faire passer pour mort. Sauf qu'il n'avait pas prévu qu'un enquêteur incompétent allait se pencher sur ça. Et Wallace mène l'enquête et, d'erreur en erreur, finit par tuer Dupont. Alors qu'il veut chercher, bien sûr, son meurtrier. Et donc, la différence entre Sophocle et Robbe-Grillet, c'est que chez Sophocle, Oedipe découvre qu'il est coupable en enquêtant. Chez Robbe-Grillet, Wallace devient coupable en enquêtant. Donc c'est l'enquête qui en elle-même suscite la culpabilité. Et ça, c'est véritablement au cœur de ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire que dans tous ces textes, et on a déjà des présages de ça chez Agatha Christie, chez Conan Doyle, un peu moins chez Poe, mais l'enquête en elle-même n'est pas voilà, tout à fait innocente. Alors déjà, très rapidement, chez Holmes et Poirot, ce qu'on peut déjà constater, c'est que on a le modèle du roman à énigme, c'est-à-dire qu'on a un mort ou un mystère initial, et ensuite le récit, c'est la marche du savoir pour porter la lumière sur ce premier mystère. C'est considéré comme des récits qui font rentrer les choses dans l'ordre, ce que le nouveau roman ne voulait pas faire. Le nouveau roman trouvait que le roman policier traditionnel était un roman finalement conservateur, rassurant. Butor dit que c'est un roman qu'on oublie, qui aide à dormir, et il explique que lui, il aimerait bien fabriquer des drogues qui empêchent de dormir, au contraire, qui inquiètent, et donc en pluralisant le sens. Et en effet, dans l'emploi du temps de Michel Butor, on n'a pas de véritable conclusion à l'enquête. Dans Projet pour une révolution à New York de Robbe-Grillet, c'est la même chose. Dans La Disparition, on a une résolution, mais tout à fait cavalière. Donc on ne peut pas vraiment accorder tout son crédit à la résolution qui est faite par le meurtrier, en fait. Et de ce fait, je sais plus ce que je disais au début sur le. Voilà, on part. Je vais à tout et gambade comme mon père. Oui, mais comme dans le, voilà, on part comme ça, comme dans le livre, on est.
on est jamais que dans des labyrinthes. Ou alors, pour continuer un tout petit peu, est-ce que justement cette absence de résolution, cette résolution en quelque sorte impossible, qu'on voit encore à l'œuvre, alors il y a encore des jeux, notamment chez, on va dire, chez Tanguy Viel, chez Jean Echnoz, bon, pour citer d'autres auteurs minuit, ou d'autres auteurs contemporains comme Pierre Michon, qui pratique aussi comment dire, qui fabrique un tableau qui n'existe pas dans les 11, ou comme vous le citez également là-dedans, chez un auteur américain très postmoderne, Thomas Pynchon, Vente à la criée du lot 49 par exemple, dans d'autres, où voilà, on est dans des énigmes, dans des moments soit très documentés en apparence, en tout cas qui foisonnent d'éléments, mais voilà, en quelque sorte, non pas qu'on s'y perde, mais on ne peut pas s'y retrouver. Il n'y a pas de vraie solution, il n'y a pas de solution ou résolution finale. Est-ce que c'est là aussi un geste un peu formel, théorique, etc. Ou est-ce que c'est au contraire, puisque on est quand même un petit peu plus tard que le nouveau roman là, est-ce qu'on est aussi un peu dans le monde d'aujourd'hui où il y a pléthore de signes, d'images, d'éléments qui font sens, qui ne font pas sens ou qui n'en ont plus, ou que voilà, est-ce que c'est toujours, comme on dit toujours, le policier est un reflet du monde contemporain. Est-ce qu'il y a de ça là-dedans aussi? Est-ce que ces figures d'imposture, est-ce que ces figures d'identité jamais tout à fait trouvées sont aussi un peu les nôtres? Oui, très clairement, effectivement, ça résonne avec la manière dont on se situe dans le réel aujourd'hui. Très clairement, il y a dans tous ces textes, comme vous l'avez bien dit, profusion d'indices, profusion de signes et l'incapacité à les déchiffrer, mais qui s'accompagne de l'obsession du déchiffrement. Dans la plupart de ces romans, les personnages sont tenus par un désir de déchiffrement extrêmement fort, qui est d'ailleurs troublé encore plus à partir du moment où les œuvres s'engagent orientent les enquêtes vers des textes ou vers des œuvres d'art. C'est ce que j'ai appelé une sorte de virage textualiste de l'enquête, dans le sens où les indices ne sont plus seulement des indices puisés dans le réel, mais puisés dans des textes, dans des fictions que les personnages s'efforcent à tout prix de faire signifier comme si ils étaient capables d'éclairer le réel. Et ils refusent que ces textes ou que le réel n'ait pas de signification en eux-mêmes. Il faut que ça ait un sens, nécessairement. Et de ce fait, ça entraîne l'interprétation dans une quête infinie de sens qui ne peut plus aboutir. Et on est vraiment dans on bascule pratiquement dans certains textes une sorte de fanatisme herméneutique, de déchiffrement éperdu, qui est le facteur tragique en fait. Hein. C'est véritablement ce qui fonde cette tragédie dans ces textes qui sont quand même des textes très joueurs hein, la plupart du temps, mais qui reposent sur une angoisse extrêmement forte. Et en fait, ce virage, on l'observe. Alors déjà, on a des éléments dès le roman à énigme traditionnel. Par exemple, chez Poe, Dupin, dans le mystère de Marie Roget. Alors, dans le mystère de Marie Roget, alors là, c'est ambigu parce que c'est le triomphe total de la fiction sur le réel, parce que cette nouvelle prétend résoudre l'affaire de la mort de Marie Roget que Scotland Yard n'avait pas réussi à résoudre. Donc Dupin, tout fictif qu'il est, résout l'affaire sans aucun problème. Et il la résout en plus d'une manière singulière, sans sortir de chez lui, simplement en lisant des coupures de presse. Donc comme si, en fait, pour enquêter, il fallait simplement être lecteur. Et on va trouver ça de façon très accentuée chez Henry James, par exemple, avec Le motif dans le tapis. Le motif dans le tapis, qui est un roman policier dans lequel on enquête sur un texte. Le fameux texte d'Hugues Vereker qui est censé contenir un motif dissimulé qui donne le sens à toutes ses œuvres et les personnages s'échinent à le trouver et on ne saura jamais en fait s'il y avait ou non motif dans le tapis. De même
dans la disparition, les personnages enquêtent sur des textes qui sont les textes d'Anton Voil, le premier qui disparaît, et ils essayent de leur trouver un sens, sans voir que le sens réside en fait, parce que ça crypte le principe du roman. C'est un lipogramme, c'est-à-dire que c'est un roman écrit sans la lettre E, et la plupart des épisodes renvoient à la disparition du E. Et les personnages ne s'en rendent pas compte. En même temps, vu qu'ils parlent, qu'ils lisent des textes sans E, on ne peut pas savoir s'ils vivent dans un univers où le E n'existe pas, ou s'il a simplement disparu de leur univers, comme du livre. Ce qui rend leur enquête quand même partiellement biaisée. Mais ils sont persuadés qu'ils vont trouver la vérité dans ces textes. Et ça les conduit ça les conduit à l'échec, parce qu'en fait, vraiment, la disparition met en scène deux enquêtes qui n'arrivent pas à se rejoindre. Et chez le lecteur, c'est pareil. L'enquête sur le E qui a disparu, parce qu'on est toujours invité par Pérec à lire les choses au second degré. Les différents... Alors, il y a des tas de jeux. Hein. Anton Voil, c'est voyelle. Chaque personnage, en fait, par son nom, peut connoter une lettre qui a disparu. Vous avez 26 chapitres. Il manque le 5e, puisque le E est la 5e lettre de l'alphabet. Vous avez 5 parties. Il manque la 2e, puisque le E est la 2e voyelle, etc. etc. Il y a des tas de plaisanteries, de calembours qui renvoient sans arrêt à la disparition du E. Et le lecteur pourrait même oublier d'enquêter sur l'intrigue. Et en fait, les deux enquêtes n'arrivent pas à se rejoindre. Et on a ça aussi à un point assez extrême dans 2666 de Roberto Bolaño. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, mais c'est un gigantesque roman dans lequel vous avez d'abord une enquête de jeunes universitaires passionnés par un écrivain mystérieux. Ils enquêtent sur l'identité de cet écrivain. Qui est promis au prix Nobel, mais qui n'existe pas. Alors, on ne sait pas s'il existe. Voilà. On a des doutes, personne ne l'a jamais vu, etc. Et la deuxième partie, c'est une enquête sur des meurtres de femmes en série dans une obscure bourgade mexicaine, Santa Teresa. Et donc là, on a la description des cadavres et des cadavres et des cadavres. Et à la fin, les deux enquêtes ne se rejoignent jamais. À aucun moment. Mais pas vraiment. Ouais. On reste sur cette impossibilité de faire se rejoindre ces deux choses. Parce que l'idée, c'est aussi de montrer, en un sens, c'est la prise de conscience que le roman policier est en fait une fiction, un roman littéraire, et ce n'est pas du tout une enquête véritable. Ce que fait Holmes quand il résout une enquête, c'est inventer une fiction. Et il se trouve que elle concorde avec les faits, mais il choisit parmi différents possibles, et c'est le récit final, le fameux morceau de bravoure de Holmes ou de Poirot qui éclaire l'enquête, c'est véritablement une posture littéraire, hein, de raconter un récit un récit explicatif. Et donc c'est vraiment la prise de conscience que ces récits d'élucidation sont elles-mêmes des fictions qui prennent au piège le lecteur. Oui, ça s'est pas passé comme si, mais je vais vous raconter comment ça s'est vraiment passé. Ce qu'on vous raconte depuis le début n'est pas vrai. Voilà. Ce qui explique d'ailleurs qu'on n'est pas obligé de croire aux solutions des romans policiers. Pierre Bayard a montré que le meurtre de Roger Ackroyd, ce n'était pas le bon coupable que Agatha Christie avait incriminé, et il montrera d'ailleurs sous peu que le coupable dans Les 10 petits nègres n'est pas le bon non plus. Et donc on peut réenquêter, c'est bien la preuve que le récit est potentiellement, là encore, une invention. Ben, oui, et puis, alors, pour terminer un tout petit peu, après, on passera à des petites questions, enfin, plus ou moins informelles, si vous voulez, avec notre cher public. Et justement, pour aller dans le sens de cette histoire de lettres E et de récits toujours trafiqués, vous parliez d'enquête sur l'identité, donc presque d'enquête sur enquête, mais que dans le fond tout ça tient à en quelque sorte l'ambiguïté du langage lui-même, que le jeu est déjà dans le langage lui-même, et que que l'imposture, si imposture il y a, elle est toujours dans une langue qui n'est jamais tout à fait la sienne, comme dirait un philosophe très connu. C'est tout est là dans ce rapport de soi avec le langage, du
langage avec l'écriture, du soi avec l'écriture, dans cette sorte de décalage entre le réel et ce qu'on est ou ce qu'on en croit. Et voilà, il n'empêche que et les récits du réel croissent eux aussi. Oui, oui, on observe vraiment cette réflexion autour de l'imposture dans les textes comme Le Menteur, pardon, Le Bavard de Desforêts, mais qui aurait dû s'appeler Le Menteur, mais là, on aurait inventé un petit peu la solution. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, le Bavard dit, hein, je me trouve écrire dans un style qui n'est pas le mien, et on revient à la question du faussaire, il y a beaucoup de citations cachées, etc. Et c'est vraiment le sentiment que toute parole, effectivement, est une construction de soi, et ne donne pas accès à ce qu'est l'individu, entraîne un nécessaire travestissement, comme effectivement vous l'avez expliqué. Et on a toute une veine de monologues menteurs qui se sont développés donc dans le sillage de Dostoïevski avec L'homme du sous-sol, et au XXe siècle avec donc Le Bavard de Desforêts, L'Innommable de Beckett, La chute de Camus, et un très beau texte aussi qui est La méprise de Nabokov. La méprise, qui est donc un grand monologue d'un menteur, d'un imposteur, et ça rejoint ce que vous disiez, puisque dans l'intrigue même, ce personnage qui s'appelle Herman a rencontré son sosie. Donc il est très content, il a trouvé, donc il s'appelle Félix. Donc, mais il va pas être très heureux, contrairement à ce qu'indique son prénom. Et il va décider, en fait, de l'assassiner, de le faire passer pour lui, est mort, et de toucher la prime d'une assurance. Sauf que Herman s'est mépris, et Félix ne lui ressemble pas le moins du monde. Et il ne s'en rend pas compte. Il ne s'en rend pas du tout compte. Donc c'est véritablement la question de l'illusion. On a deux choses. On a cette illusion entre les deux personnages, et on a aussi l'illusion du langage, puisqu'il nous raconte toute cette histoire en nous mentant, en exhibant ses mensonges. Mais en même temps, quand il exhibe ses mensonges, du coup, on ne peut pas savoir s'il est en train de mentir quand il dit qu'il ment, ou quand il ne dit pas qu'il ment. Donc, en fait, les notions de vrai et de faux, de même et d'autre, sont définitivement incertaines, voire complètement supprimées. Et ce qu'on pourrait retrouver aussi dans un texte qui est L'auteur et moi d'Éric Chevillard. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est voilà. Allez, on termine sur L'auteur et moi, donc qui est un texte aussi sur un monologue d'un personnage suspect de mentir, là encore, sur un mode beaucoup plus burlesque, avec l'auteur qui met des notes de bas de page pour rétablir la vérité sur les propos de son personnage, corriger ce qu'il est en train de dire, et puis au bout d'un moment, prendre la parole. Et donc on a un roman en note de bas de page. Donc là, c'est la note de bas de page qui devient le texte pendant très longtemps. Et ce qu'on constate, c'est qu'au bout d'un moment, il raconte son histoire, donc comment il a tué un homme, il est devenu un imposteur, etc. Et surtout, à un moment... L'histoire d'imposteur est une imposture. Et, exactement. Et à la fin, il dit ça se termine sur une erreur de plat entre une truite aux amandes et du chou-fleur. Et en fait, c'était déjà le problème du personnage au départ. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il a rejoint son personnage en essayant de s'en défaire. Et de ce fait, on repose les questions d'identité, de double et de langage qui falsifie et qui empêche, qui ne permet pas de fixer une identité et de distinguer le vrai, le faux. Pas mal, hein. Merci Maxime. Mais je vous en prie. Si vous avez des petites questions à nous poser, je vous invite à nous rejoindre un petit peu, enfin à rejoindre Maxime plus que moi. Le micro, il y a des gens qui ont des questions. Il y a des questions, vous n'avez pas le fait là. Attendez, je crois que vous voulez poser une question. Vous avez parlé de légumes d'Alain Comprier et aussi la disparition de Georges Perec. J'aimerais savoir que tous les deux auteurs, ils parodient le roman policier ou non? Oui, alors on ne peut pas parler de parodie, en fait. Alors Perec a des propos très positifs sur le roman policier. Il explique que pour lui, c'est le modèle même du fonctionnement du genre romanesque et de la lecture.
alors que Rob Grillet a des propos plus critiques sur le roman à énigme traditionnel, parce que justement ça fixe le sens, alors que lui, il cherche le contraire. Mais ce ne sont pas vraiment des parodies, c'est des reprises, c'est l'utilisation du genre sur un mode un peu différent. Mais on ne peut pas aller jusqu'à dire que c'est une parodie. Si ce n'est que, bon, dans La disparition, on a quand même un passage de réécriture de la lettre volée, qui a une tonalité un petit peu parodique, mais c'est assez rigolo parce qu'en fait, il y a une lettre, la lettre a disparu. En fait, c'est le double sens. Cette fois, c'est le E, et c'est plus la missive qui a disparu. Et les enquêteurs s'appellent Garamonde. Et j'ai oublié le nom du deuxième. En fait, c'est des polices d'écriture. C'est des caractères. Voilà, et Dupin ne parvient pas à résoudre l'affaire et s'écrit à la fin: jadis j'avais du pot avec un T au lieu du E, évidemment, qui a disparu. Bon, donc merci. Ah, si vous voulez, vous l'avez. Je vous en prie, allez-y. Pardon, excusez-moi. Vous dites dans le livre que on comprend que la littérature convient assez bien pour dire l'imposture et pour que se développe l'imposture. Et quelle serait donc cette spécificité littéraire, peut-être par rapport à d'autres disciplines, qui fait que l'imposture lui sied si bien? Et puis une deuxième question en quoi est-ce que l'imposture en littérature peut fonctionner comme un acte de rébellion par rapport à d'autres disciplines ou par rapport à notre rapport au sens, etc. Merci. Donc là, votre première question, à mon avis, touche du doigt ce que j'essaye d'explorer depuis mon premier livre chez Minuit, En toute mauvaise foi, qui, à mon sens, est ce qui fait l'une des grandes spécificités de la littérature, c'est cette capacité à faire coexister des choses logiquement inconciliables. Donc, en particulier sur la question de la mauvaise foi. La mauvaise foi, si on la prend dans la définition qu'en donne Sartre, c'est le fait d'être ce qu'on n'est pas et de ne pas être ce qu'on est. Donc cette sorte d'impossibilité de réunion de deux états absolument antagonistes. Et il me semble que la littérature est capable de faire ceci, c'est-à-dire de faire être ce qui n'est pas et de faire ne pas être ce qui est, l'art en général. Ce qui fait que l'imposture, c'est quelque chose, c'est pas exactement la même chose que la mauvaise foi, mais ça repose sur un principe qui ici se rejoint, c'est-à-dire dissimuler ce qu'on est pour ne plus l'être, transformer ce qu'on est alors qu'on ne l'est pas, etc., etc. Donc il me semble que ce discours-là, c'est un discours, alors c'est non seulement ce qui peut se passer pour les personnages, mais c'est ce que réalise le texte en lui-même, et c'est vraiment ce qui distingue la littérature par rapport aux autres sciences humaines. Le discours de l'histoire, du sociologue, ne peut pas être un discours d'imposture, ni un discours de mauvaise foi. Ou alors, oui, ou ne devrait pas. Ou alors, dans ce cas, on est dans l'imposture, mais véritablement dans le cas d'imposture intellectuelle. Voilà. Et vraiment, moi, ce que j'ai voulu étudier, c'est l'imposture à l'œuvre, dans l'œuvre, et pas les cas d'imposture d'auteur, les mystifications, etc. C'était plutôt cette question-là. Et votre deuxième question, rappelez-moi juste... Comme acte de rébellion. Oui, dans le sens où, effectivement, on voit bien que les figures d'imposteurs sont régulièrement utilisées comme des figures de la marginalité, du refus des normes, des règles, d'une forme de dissidence. Et on a bien toute cette relation au savoir qui se constitue en dehors des cadres officiels. Les personnages mis en scène ne sont jamais des professionnels dans les domaines dans lesquels ils s'inscrivent, que ce soit dans des domaines... donc ce sont des imposteurs. Et même dans le roman Énigme, dans le roman Énigme, la police officielle est extrêmement dévalorisée dès les nouvelles de Poe, qui accordent très peu de crédit à Scotland Yard, et on fait appel à des amateurs, Dupin, Holmes, Poirot,
Miss Marple, ne sont pas des professionnels. Ce sont des amateurs, qui plus est excentriques, alors souvent physiquement, intellectuellement. Sherlock Holmes est quand même toxicomane, violoniste, chimiste, enfin bon, etc. Dupin ferme tous les volets de sa maison et se promène la nuit dans les rues. Hercule Poirot est extrêmement imbu de lui-même, avec ses moustaches retroussées, sa tête en crâne d'œuf, etc. Enfin, on a des personnages qui, dès leur physique, dans leur psychologie, sont des personnages en marge. Véritablement. Et il y a une sorte de protestation par l'imposture contre l'ordre en place, contre un certain nombre de doxas, contre les contraintes de la vérité du savoir, en quelque sorte. Et l'assignation identitaire aussi, beaucoup, est quelque chose qui est vraiment refusé par ce phénomène d'imposture, ce qu'on retrouverait notamment chez un écrivain comme Romain Gary, alors dont j'ai pas parlé là, mais qui est un cas, parce qu'il n'y a pas d'enquête véritable, mais chez Romain Gary, c'est la lutte contre l'assignation identitaire extrêmement forte par des séries de mystifications, d'impostures, de pseudonymes, de changements d'identité chez les personnages et chez l'écrivain, pour faire converger, alors là, dans un point extrême, la vie de l'auteur avec ses fictions. Alors merci, et on vous invite donc à boire un petit verre et à venir parler avec Maxime, et à ne surtout pas hésiter à ouvrir ce livre qui est en plus ne manque pas de petits accents, on va dire, si ce n'est pas comique, mais on va dire joyeux, interpellant pour le lecteur aussi, voilà, qui doit un petit peu bosser. Merci beaucoup Maxime.